Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Libre-Échange, une émission sur Radio Aviva en partenariat avec Midi Libre. Ravi de vous retrouver cette année pour une année pleine de rendez-vous et d'entretiens, de témoignages aussi. Ce sera le cas ce soir avec vous, Jacques Touchon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes neurologue, ancien patron du service neurologie du CHU de Montpellier, spécialiste de la maladie d'Alzheimer. On va évoquer évidemment beaucoup de sujets autour de la santé en ce début d'année 2023 sur l'Alzheimer, qui est un sujet qui concerne nombre de familles dans ce pays. Est-ce qu'on peut démarrer l'année 2023 en imaginant qu'il y ait de l'espoir ? Je le pense. Ça fait des années que je travaille dans ce domaine-là et j'ai assumé échec après échec. Mais je pense que là se dessine une voie d'espoir. J'organise chaque année un congrès de référence aux États-Unis sur le diagnostic, les méthodes de traitement. Et là, cette année, un laboratoire japonais d'ailleurs a présenté des résultats sur une étude qui portait sur 1800 patients et qui a démontré que non seulement une des deux lésions de la maladie caractéristique de l'Alzheimer dans le cerveau disparaissait, mais qu'aussi l'évolution de la maladie était ralentie. C'est la première fois. Et donc là, c'est un espoir, mais on reviendra peut-être sur les modalités à envisager pour traiter cette terrible maladie. Il y a 160 000 nouveaux cas en France chaque année, c'est bien cela ? Parfois même un peu plus, d'après les estimations. Donc, il y a à peu près 1 million de patients. Donc, tout le monde, pratiquement, est touché, soit directement, soit indirectement, par cette maladie qui est terrible parce que ça détruit peu à peu la cognition, l'intelligence d'un patient et aussi sa personnalité. Ça pose des problèmes éthiques majeurs, des problèmes humains majeurs, et j'ai des exemples par milliers du désarroi, de la détresse de conjoints qui, tout en aimant leur conjoint, se trouvent désemparés par quelqu'un qui ne ressemble plus à celui qu'il était. Et la question qui se pose, on est en dehors de la médecine, là, mais une question philosophique. On aime quelqu'un pour ses qualités au sens philosophique, mais est-ce qu'on peut aimer quelqu'un quand les qualités qui ont déclenché cet amour disparaissent ? Cette pathologie, elle est dépistée de plus en plus tôt aujourd'hui en France ? Oui, on sait maintenant, on fait le diagnostic. On fait le diagnostic de certitude. On peut même faire ce diagnostic 15 ans à 20 ans avant l'apparition des premiers signes. On ne le fait pas. Pourquoi ? Simplement parce qu'on n'a pas de traitement qui va stopper la maladie. Et donc, le diagnostic de certitude est possible. Quelles sont les choses à faire quand on a ce diagnostic ? D'abord, c'est l'annonce du diagnostic. C'est une opération difficile, humainement difficile. Et ensuite, proposer au patient et à son entourage des stratégies de traitement, même s'il n'y a pas de médicament miracle. Il n'y a pas de médicament miracle, dites-vous, mais peut-on la freiner, cette pathologie ? Peut-on la faire disparaître totalement ? Est-ce que ça, c'est possible ? Est-ce que ça viendra ? Alors, je pense que ça viendra, mais on peut la freiner. J'ai l'habitude de dire qu'on est tous responsables de son cerveau. Et que si on ne stimule pas son cerveau, on le rend très fragile et il peut être ainsi victime de maladies comme la maladie d'Alzheimer. Et donc, il y a des stratégies de prévention à mettre en place qui sont tout à fait intéressantes. Et la prévalence de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire le nombre de patients Alzheimer dans le monde occidental, a diminué ces dernières années. Parce que les stratégies de prévention, on pourra y revenir si vous voulez, sont de plus en plus appliquées. Quelles sont-elles, ces stratégies de prévention ? Pour nos auditeurs qui sont intéressés, évidemment, et qui vont être intéressés par ce sujet. Il faut être tout le temps actif. Il faut se stimuler intellectuellement. Il faut se stimuler socialement. Il faut se stimuler physiquement. Il faut avoir une alimentation particulière pour
pour nous, c'est pas compliqué, c'est l'alimentation méditerranéenne. Donc, l'huile d'olive en particulier, bannir le beurre, enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais travailler intellectuellement, rencontrer des gens, avoir une activité physique, avoir une alimentation adaptée, corriger les facteurs de risque vasculaire, l'obésité, la sédentarité, le cholestérol, etc., l'hypertension, ça, c'est ce que je dis aux patients. Je dis, voilà, maintenant, le jeu est dans votre main. C'est à vous de jouer. Et seulement, cette stratégie de prévention, il faut la faire très, très tôt. Il faudrait commencer très tôt. Donc ça veut dire qu'il y a une éducation aussi à conduire dans notre pays ? Exactement. Il faudrait, dès le début de l'âge adulte, où on peut être responsable de sa trajectoire existentielle, apprendre à ces 5 domaines qu'il faut préserver et privilégier. Jacques Touchon, je le rappelais, neurologue, ancien patron du service neurologie du CHU, spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Les recherches sont nombreuses dans notre pays, au plan international. Vous l'indiquiez tout à l'heure, vous animez, vous organisez un congrès chaque année aux États-Unis. Il aura lieu à Boston, je crois, en 2023. Est-ce que la France avance assez vite sur la question de l'Alzheimer ? Est-ce qu'elle a mis les moyens pour poursuivre, engager des recherches ? Non. Non. Alors, c'est pas du tout mon orientation citoyenne, mais c'est Sarkozy, le président Sarkozy, qui a mis le plus de moyens pour lutter contre cette maladie, en créant des réseaux de consultation mémoire, des centres experts Alzheimer, et ça, c'était indispensable. Par contre, on a un défaut pour toute la recherche appliquée. L'évaluation des candidats médicaments, là, on est complètement écrasé par le côté administratif. Nos hôpitaux sont paralysés par l'administration. Et par exemple, parfois, les essais thérapeutiques sont compétitifs. C'est-à-dire qu'on le démarre à J0 et à J100, on arrête l'essai parce qu'il est terminé. Mais parfois, j'ai obtenu l'autorisation de faire l'essai quand l'essai était terminé. Donc ça, c'est un handicap majeur de notre pays. La recherche aux États-Unis est extrêmement active. Et à ce congrès que j'organise chaque année, 80% des orateurs sont des Américains. Les 20% restants, c'est des Asiatiques et quelques Européens. Mais plus des Anglais que des Français, malheureusement. Peut-être un peu plus de Français que d'Allemands, mais enfin bon. Voilà, donc la recherche européenne en matière de maladie d'Alzheimer manque de moyens. Et sur quoi cette recherche doit s'orienter, selon vous, dans les prochaines années ? Alors, dans cette maladie, il y a 2 lésions, avec 2 protéines anormales qui s'accumulent. On a mis, la recherche internationale a été focalisée complètement sur une des 2 protéines. Le traitement dont je vous parlais tout à l'heure attaque une de ces protéines. Il faudrait pouvoir maintenant attaquer l'autre. Mais pas seulement. Il y a d'autres cibles. On guérira l'Alzheimer si on agit comme pour le sida. Le sida a pu être stoppé parce qu'on a attaqué plusieurs cibles à l'origine de cette terrible maladie qu'est le sida. Il faut faire la même chose pour l'Alzheimer. Il faut mettre un traitement combiné associant plusieurs médicaments, de la prévention, et là, je pense qu'on arrivera à contrôler cette pathologie effarante. Est-ce que ça veut dire que dans les années à venir, on peut s'en sortir, on peut se sortir de l'Alzheimer? Est-ce que ça sera possible? C'est-à-dire que ça soit une période de notre vie au cours de laquelle ça va être difficile, mais pour autant on pourra continuer à vivre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui est très difficile aujourd'hui quand même. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que nous allons y arriver. C'est Gramsci qui disait qu'il était pessimiste de la pensée, mais optimiste de l'action. Mais je suis un peu comme ça. Quand je réfléchis
je ne suis pas enthousiaste, mais quand on agit, l'enthousiasme vient. Et je pense que vraiment qu'on va arriver à la contrôler, cette maladie. Vous parlez de Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron a engagé une ambition autour du vieillissement globalement. Oui. Ça va dans la bonne direction, Ça c'est va ce qu'il faut faire? Exactement dans la bonne direction. Et il y a par exemple un projet qui est mené par mon ami Bruno Vellas, avec qui j'organise ce congrès aux États-Unis d'ailleurs, qui s'appelle le projet Inspire, le mot est joli. C'est l'étude du processus de vieillissement pour pouvoir trouver des traitements pour combattre les pathologies qui sont déclenchées par le vieillissement. C'est ça, l'avenir de la recherche, c'est ça. C'est les gérontosciences ou les gérosciences, l'étude du vieillissement. Et là, il faut mettre des moyens à la fois dans l'hôpital public, dans les startups, j'imagine que vous accompagnez d'ailleurs vous-même. Hein. Moi, je suis un homme qui a besoin d'action. Et quand l'hôpital m'a dit « Monsieur, vous avez atteint l'âge limite, votre ticket n'est plus valable, donc allez voir ailleurs », j'ai fondé une société de conseil et je conseille des startups, dont 2 dans la région, qui utilisent, pour l'une, qui est Medesis Pharma, le lithium, qui est un fabuleux médicament, mais qui a des effets secondaires terribles. Et c'est pour ça que ce laboratoire a trouvé un moyen de limiter les effets secondaires. Et l'autre société que je conseille, avec une passion incroyable, c'est l'utilisation de la lumière pour traiter les infections du cerveau. Et la lumière infrarouge essentiellement. Et là, on a fait une première étude chez des patients dans mon ancien service, qui s'est avérée moyennement positive. On a publié ça dans une très bonne revue. Mais là, on est en train d'organiser un essai pivotal pour permettre la mise à disposition des patients au CHU de Toulouse. Donc voilà, la région, l'Occitanie, est une terre de recherche en matière d'Alzheimer et de vieillissement. Et en pointe, elle le sera aussi probablement à Montpellier, dans le cadre de Medvalley, qui va aussi permettre de rassembler toutes ces startups et ces professionnels sur le sujet. Je pense que c'est notre chance pour l'avenir. Un projet comme Medvalley est un projet qui va nous permettre de... On n'est pas Toulouse n'est pas notre adversaire. Toulouse est un compétiteur. Et il faut le prendre comme cela. Et Medvalley va permettre à Montpellier, je l'espère, de prendre toute sa place dans la recherche. C'est déjà une cité de recherche, Montpellier. Le nombre de start-up et d'équipes académiques de recherche est extrêmement important. Il faut pouvoir s'appuyer là-dessus. Jacques Touchon, vous êtes l'invité de Libre-Échange ce soir sur Radio Aviva. Je le disais, ancien patron du service neurologie du CHU de Montpellier. Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé un énième plan santé, appelant tous les professionnels à réfléchir avant l'été à des solutions. Vous en avez vu passer des plans? Oui. Un énième. Et puis alors, je pense que l'hôpital public, qui a été le lieu de mon activité pendant... J'ai commencé à Guicholiac en 1972. J'en suis parti en 2014. L'hôpital public m'a passionné. Mais je l'ai vu se dégrader parce que dans ce système-là, on préfère avoir un administratif qu'un soignant. Et on bombarde les soignants d'activités administratives. Et donc j'espère que la réforme que veut mettre en place le président Macron permettra de faire des unités plus petites, pas des monstres comme le CHU de Montpellier, avec des directions médico-administratives. Il y a une espèce d'absolutisme administratif dans les CHU qui le paralyse. La question des moyens est-elle essentielle? Les soignants la réclament. Des moyens, oui. Ça, c'est certain. Il faut revaloriser les carrières des soignants à l'hôpital public. C'est quand même incroyable. Si vous voulez, mes émoluments en tant que prof à l'hôpital public n'avaient rien à voir avec les émoluments de personnes qui travaillaient dans le privé. Donc je pense qu'il faut, si on veut avoir un hôpital public d'excellence, il faut mieux payer les soignants. Quand je dis soignants, c'est de l'aide-soignante, le brancardier, l'aide-soignante, l'infirmière,
tout le monde. On n'a pas besoin d'une proportion phénoménale d'administratifs. On a besoin de soignants et de bien payer les soignants. Et ça, les politiques l'ont enfin compris ? Il me semble. Et je pense qu'Olivier Véran, qui est un ancien collègue neurologue du CHU de Grenoble, je pense que ça a été un atout pour mieux comprendre ce qui se passe. Vous avez été, Jacques Touchon, je l'ai dit, neurologue, mais vous avez été aussi dans la politique, élu, adjoint, sous la mandature d'Hélène Mandroux. Donc, faisant le lien entre la santé, la politique, quand vous regardez aujourd'hui comment Montpellier est en train de se transformer, quel regard vous portez ? Moi, je sais que l'action est difficile. Et je ne porte pas de condamnation. Donc l'action de Michael Delafosse, avec qui j'étais adjoint d'ailleurs, sous la mandature d'Hélène Mandroux, nous avions des bureaux à côté, je la respecte. Il faudra évaluer son action à la fin de son mandat. Actuellement, bien sûr, en France, on élit quelqu'un et dès qu'on l'a élu, on veut le basculer, le mettre sous des guillotines symboliques. J'espère symboliques. Il faut donner le temps à ceux qui ont été élus de montrer qu'ils agissent dans le bien-être, pour le bien-être des gens qui l'ont élu. Ça veut dire que vous-même, vous entendez sur le terrain les irritations, la colère, l'incompréhension ? Bien sûr. Mais je ne connais pas de domaine où une prise de décision ne va pas, avant d'avoir produit ses effets, ne va pas soulever de la protestation. Alors ça, c'est typiquement français. Hein. On élit quelqu'un et on le critique dès qu'on l'a élu. Moi, je fais confiance à la mandature de Michael Delafosse, contre qui je me suis présenté, puisque j'ai été dans l'équipe de Mohamed Altrad. Mais voilà, je soutiens l'action de Michael Delafosse. Si vous deviez, non pas lui donner un conseil, mais lui faire part d'une recommandation, une invitation peut-être, quelle serait-elle ? Qu'est-ce que vous lui, en ce début d'année, lui diriez ? D'abord, je me sens pas... Je me sens pas assez au courant des affaires actuelles pour donner des conseils. C'est tellement difficile, l'action. Par contre, je lui dirais que quelque chose comme Medvalet, c'est quelque chose qu'il faut soutenir, mais à fond. Il faut soutenir tous ces intelligences qui travaillent dans les structures de recherche. Ça, c'est l'atout de Montpellier. Il y a un deuxième atout qui est le tourisme urbain. On a une ville tellement belle, qui est tellement appréciée par les gens, que le tourisme urbain devrait être un des grands axes de l'action politique municipale. Voilà, alors les problèmes de circulation, il y a qu'à Faucon, ça, c'est de la connerie. C'est difficile, il faut attendre que le plan mis en place soit terminé pour pouvoir le juger. Vous avez soutenu Mohamed Altrad, qui n'est plus dans la vie politique aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez qu'il ait largué les amarres et en tout cas peut représenter le groupe qui l'animait au sein du conseil municipal ? Oui. Je pense que le programme de Mohamed Altrad était passionnant. C'est pour ça que je l'ai suivi. J'ai été particulièrement déçu quand il y a eu cette orientation absurde avec une alliance avec l'extrême gauche. Toute ma vie, étudiant, adulte, médecin, je me suis bagarré contre l'extrême gauche et l'extrême droite. Je pense que c'est dans ce juste milieu social-démocrate que se situe, pour moi, l'avenir d'une ville et l'avenir d'un pays.
Et au sein du pays, il y a des débats aujourd'hui au sein de la gauche. Quels sont vos positionnements? Avez-vous des orientations précises sur des ambitions et sur des responsables de partis politiques? Je pense que la gauche de la NUPES n'est pas la gauche. C'est l'extrême gauche. Et que certains socialistes ont trahi leurs valeurs d'origine. Les écologistes ont terni le message écologiste par l'action qu'ils ont eue ces 2 dernières années. Je pense que la social-démocratie, et en particulier la démocratie, est quelque chose de tellement important et de tellement fragile que moi, en tout cas, je mettrai toute mon énergie pour préserver cet acquis de notre pays. On a besoin de le rappeler? Ah oui, je suis sûr, parce que on est complètement déformé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux entraînent des biais dans le jugement, en particulier le biais de confirmation. Au bout d'un moment, quand on like un élément, mais l'intelligence artificielle qui est à l'origine nous envoie des éléments comparables. Et donc ça s'appelle le biais de confirmation. On dit, ah mais bien sûr, là c'est le vrai, parce qu'il y a tellement de gens qui pensent comme moi. Donc non, l'esprit critique, alors ça peut-être qu'il y a une responsabilité des enseignants, l'esprit critique est en train de s'effondrer. Et on est dans l'immédiateté de la croyance, alors qu'il faut être dans le travail laborieux de la réflexion. Ce qui ne s'effondre pas en revanche, c'est le débat. Et ça, en l'espèce, à Montpellier, Michaël Delafosse a relancé l'idée même du débat. Tout à fait, mais tout à fait. C'est pour ça que moi, qui étais opposé à Michaël Delafosse, je soutiens Michaël Delafosse. Parce que dans la difficulté de la situation actuelle d'une ville comme Montpellier, je trouve que les orientations, certaines sont déjà, je les juge positives, et d'autres, il faudra attendre pour pouvoir porter un jugement. Nos auditeurs le savent peut-être peu, mais vous êtes écrivain, vous écrivez des livres de poèmes. Donc j'imagine d'abord que vous soutenez la candidature de Montpellier comme capitale culturelle de 2028, parce que la poésie, c'est de la culture. Et ensuite, parlez-nous de ce livre, parce que peu le savent. Alors oui, j'ai toujours écrit de la poésie. J'ai pris le risque de la publication il y a 3 ans. Le risque, et puis il faut un certain degré d'humilité pour se présenter au jugement des autres dans quelque chose de profondément intime comme la poésie. Et donc, ce premier ouvrage de poésie, je vais en publier un autre, s'appelait « De tout petits cailloux ». C'est les tout petits cailloux qui sont nés de mes expériences, de mes rencontres et de mes émotions. La poésie, c'est quelque chose d'essentiel. Et j'aimerais pouvoir développer cet aspect de la culture parce que c'était très, très apprécié, très, très à la mode au 19e siècle. Mais maintenant... Ça allait un peu moins quand même dans les écoles aujourd'hui. C'est dramatique. C'est dramatique. Et l'écriture est quelque chose de passionnant. Alors, j'ai écrit des poèmes, je continue à en écrire. Il faut de l'émotion pour produire un poème. Donc, il faut aussi un peu de disponibilité de temps. Mais j'écris aussi de façon plus, j'allais dire, académique. Je viens de terminer un ouvrage sur le libre arbitre. Que me dit ma pratique de neuropsychiatre, que me dit mon expérience de 40 ans de neuropsychiatrie sur le libre arbitre. Et actuellement, avec cette toute-puissance des réseaux, cette déformation et cet affaissement de l'esprit critique, je pense que c'est un bon axe de réflexion.
J'ai évoqué la candidature de Montpellier comme capitale culturelle européenne en 2028. Évidemment, la question ne se pose pas. Nous la soutenons évidemment tous. Qu'est-ce qui fait que Montpellier, vous qui avez été élu, vous qui connaissez bien Montpellier, a tous ses atouts, a des atouts pour répondre à cette candidature? Je pense que c'est d'abord l'inscription de Montpellier dans l'histoire. L'inscription de Montpellier dans la création. Je rends hommage à Georges Frêche d'avoir réveillé cette cité avec comme axe de stimulation éveillante la culture, la musique, la danse. J'ai rencontré Jean-Paul Montanari tout récemment. Quel ouvrage il a réalisé avec ce festival de danse. Le théâtre, la peinture, le musée Fabre actuellement, avec cette exposition qu'a mis en place Michel Hilaire sur Jamel Tata. C'est une exposition bouleversante. Je pense que dans la continuité de ce qu'a fait Georges Frêche, on a d'énormes chances pour être reconnu comme une ville de culture. On a énormément d'atouts. Alors j'espère qu'en 28, on pourra fêter cela. Et la poésie en fait partie. Est-ce qu'il faut un festival de la poésie à Montpellier? Ah ben j'aimerais bien, moi. J'aimerais bien pouvoir... Alors, on avait eu quelques idées avec François Fontès de créer quelque chose au niveau de la poésie. Il m'avait contacté pour ça, parce qu'il avait eu la gentillesse d'aimer ce premier ouvrage de poésie. Et moi, je suis tout à fait partant pour créer quelque chose. Et peut-être commencer avec les tout petits. L'appel est lancé. Jacques Touchon, en tout cas, si Michael Delafosse nous écoute ce soir, et si l'adjoint à la culture nous écoute ce soir, l'appel est lancé. On verra si ce projet peut se poursuivre. Merci d'avoir été notre invité ce soir, Jacques Touchon, neurologue, ancien patron du service neurologie du CHU. On attend avec impatience votre livre de poésie et puis ce livre un peu plus philosophique sur le libre arbitre. Merci et bonne soirée. Merci à vous. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.